Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Roland Garros, l'événement tennis est sur Europe 1. 2 tours et puis s'en vont. Il n'y a plus de joueurs français à Roland Garros. Le dernier rempart a cédé hier soir. Arthur Rinderknecht a tout tenté face à l'Américain Taylor Fritz, mais il a été battu, tout comme Océane Dodin et Diane Parry avant lui. Pas un seul des 28 Français engagés en simple ne verra donc la deuxième semaine. Les Marseillaises qui ont résonné ici et là dans les allées du staff ne peuvent faire oublier un piètre bilan. Cédric Chasseur. Cela restera comme l'ultime Marseillaise de l'année à Roland-Garros. Dernier tricolore encore en lice hier soir, Arthur Rinderknecht est tombé avec les honneurs face à Taylor Fritz. Mais comme les autres avant lui, il n'a pas su se sublimer malgré son statut de dernier des Mohicans. Après l'avoir entendu au moins 200 fois dans les tribunes, t'es le dernier Français, t'as intérêt à gagner. J'ai fait le max. J'aurais aimé être le dernier Français en demi ou en quart ou en huitième, comme on l'a souvent été. C'était un deuxième tour, malheureusement. Une situation qui ne s'était produite qu'une fois à Roland-Garros depuis 1968. C'était il y a 2 ans, en 2021. Signe que la France est devenue une nation lambda du tennis, sans locomotive. Aucune tête de série chez les hommes. La seule Caroline Garcia, très loin de son niveau de l'automne dernier chez les femmes. Les tricolores sont finalement à leur place cette année, hors du coup et hors du cours dès le jeudi soir. Cédric Chasseur du service des sports d'Europe 1 et la Marseillaise, on ne l'entendra plus en simple, mais tout espoir n'est pas perdu. Il reste les matchs de double domaine où les joueurs et les joueuses françaises ont souvent brillé. Ah oui, Europe 1, radio officielle de Roland Garros, cet échec français cette saison à Roland. On va en parler, c'est le vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1. Dans quelques minutes, Nicolas Escudé, le directeur technique national du tennis français, sera notre premier invité. Vous écoutez Europe 1 matin en direct de Roland Garros, il est 7h03. Alors certains attendent encore, d'autres savent. Depuis hier soir, les futurs bacheliers ont reçu la réponse, les premières réponses de Parcoursup. Les résultats aux vœux formulés pour la formation post-bac sont tombés vers 18h. 900 000 candidats étudiants en quête d'une réorientation et bien sûr des futurs bacheliers. Moment souvent stressant, Wilfried de Villers a suivi un lycéen de terminale technologique. Reportage. Toute la journée, Alexis n'a pensé qu'à ça. Parcoursup et la vingtaine de vœux qu'il a formulés sur la plateforme. J'ai postulé en sciences informatiques. Là où j'aimerais surtout être pris, ce serait en cybersécurité et en hacking. À la terrasse du café où il nous a donné rendez-vous, le jeune homme saute sur son téléphone. Il est 18h45, ça y est, les résultats sont en ligne avec un peu d'avance. C'est sur le site internet directement de Parcoursup. Hop, juste là. Je me connecte. Là, du coup, je sais que j'ai 4 propositions d'admission. Je suis pris dans un bachelor qui, derrière, peut se transformer en bac plus 5. Donc, moi, c'est ce que je voulais. Donc, je suis assez content parce que je pensais être en liste d'attente à la base. Il a jusqu'au 4 juin pour choisir entre les formations où il est accepté. Ce sera l'EFRE, école d'ingénieurs spécialisée dans le numérique. Victoire pour lui et pour ses parents. C'était un grand stress pour mes parents parce qu'ils avaient aussi de grandes peurs que je puisse pas avoir d'études supérieures ou autre. Donc là, voir que j'ai mes écoles que je voulais, je pense que mes meufs vont être grave contents. Tu vas rentrer, il va y avoir du champagne. Il y a moyen. Comme Alexis, ils sont plus de 910 000 à avoir formulé au moins un vœu sur Parcoursup cette année. Wilfried de Villers et la phase d'admission Parcoursup reste ouverte jusqu'au 7 juillet. Les motards n'ont pas fini d'être en colère. À scooter ou à moto, leurs 2 roues devront passer au contrôle technique. Le Conseil d'État donne 2 mois au gouvernement pour appliquer la directive européenne, dont acte. Le calendrier et les modalités seront précisés dans les prochains jours, assure le ministre délégué au transport. Il parle d'un échec collectif. Ce sont les mots du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye, après le suicide de la jeune Lindsay, collégienne de 13 ans, harcelée à l'école. La famille de l'adolescente annonce le dépôt de 4 plaintes contre la direction du collège, l'Académie de Lille et les policiers chargés de l'enquête. Également visé le réseau social Facebook. Les messages haineux ont continué de pleuvoir après l'annonce de la disparition tragique de Lindsay. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Lionel Gougelot. Élève de 3e dans le collège de l'INSEE, Océane est elle aussi régulièrement la cible de moqueries et de vexations. Mais quand elle a vu sur les réseaux sociaux les messages de haine toujours adressés à sa camarade après son suicide, elle en a eu la nausée. Il y a des messages où ils disent qu'ils attendaient que ça, qu'elle se suicide. Il y en a d'autres qui disaient qu'ils allaient pisser sur sa tombe. Et je trouve ça inadmissible qu'après sa mort, on puisse encore l'insulter. On salit sa mémoire et je trouve ça franchement inacceptable. Des réseaux sociaux, Instagram ou TikTok, co-responsables de la mort de l'INSEE, selon Pierre de Buisson, l'avocat de la
la famille de l'adolescente parce qu'incapable de modérer ou de supprimer les insultes et les menaces. Il est inconcevable qu'il n'y ait pas de mise en œuvre de robots informatiques avec des algorithmes extrêmement simples qui pourraient supprimer en quelques secondes des mots comme « cette pute, cette salope, elle est enfin morte ». Donc il n'y a aucun contrôle. Une violation totale des dispositions qui s'imposent à ces réseaux sociaux. Donc à travers ces plaintes, nous espérons qu'enfin il y aura une réaction de la justice qui pour l'instant a été en dessous de tout. D'ailleurs, l'INSEE l'avait prévu. Malgré tout ce qui s'est passé, elles me voudront toujours du mal, avait-elle écrit dans une lettre annonçant son suicide. Avant Dalvieille, Lionel Gougelot, Europe 1. Et je rappelle que 4 mineurs sont mis en examen pour harcèlement ayant conduit au suicide dans cette affaire. Il est rentré hier soir en France, à Chisinau, en Moldavie. Hier, Emmanuel Macron a plaidé pour un élargissement de l'Europe vers l'Est. Ultime main tendue pour dissiper un malentendu avec ses voisins d'Europe centrale. Emmanuel Macron, longtemps soupçonné de vouloir ménager la Russie, a clarifié sa position. Ce deuxième sommet de la communauté politique européenne a été l'occasion pour le chef de l'État de plaider la cause de la Moldavie et de l'Ukraine, candidat déclaré à l'entrée dans l'Union. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 à Chisinau. Le président français a clarifié sa vision. Il souhaite un élargissement le plus rapidement possible de l'Union européenne aux candidats qui veulent y entrer. Mais cela ne pourra pas se faire, prévient-il, sans une réforme du mode de fonctionnement de Bruxelles. Nous fonctionnons déjà trop lentement à 27. Personne ne peut dire de manière crédible qu'à 8 de plus, nous allons mieux fonctionner. Ça n'est pas vrai. Et donc, en même temps que nous allons devoir accélérer dans l'ouverture, nous allons devoir accélérer dans l'ambition des réformes, leur simplification et la clarification de nos finalités. Autre enjeu, celui de l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. Sur ce point-là, l'exécutif temporise. Ce sera compliqué dans l'immédiat. Enfin, concrètement, il ressort de ce sommet la création d'une cyber-réserve européenne et une coopération sur la sécurisation des infrastructures critiques. Quant au tout récent format de communauté politique européenne, s'il est salué par son caractère informel, certains pays comme l'Allemagne souhaitent qu'il soit moins contraignant. Une seule réunion par an au lieu de 2. La prochaine est prévue en Espagne le 5 octobre prochain. William Molinier, envoyé spécial d'Europe 1 en Moldavie. Et puis une chasse au trésor inhabituelle, ça se passe à Vaux-le-Vicomte. 3500 grands crus de Bourgogne, s'il vous plaît, sont en jeu. Et valeur totale estimée à plus de 100 000 €. Si vous cherchez à refaire votre cave, c'est peut-être le moment de jouer. La chasse de l'élixir d'or, c'est le nom de cette chasse au trésor, pas comme les autres. Nina Droff a rencontré les organisateurs. Reportage. Voilà le testament du comte de Saint-Germain. Sur une grande feuille brunie, chiffres, lettres et illustrations mystérieuses, ce parchemin qui coûte 29 € est le point de départ de la chasse au trésor, explique Étienne Piquant, co-auteur des énigmes de l'élixir d'or. 6 énigmes autour du vin et du patrimoine français. Et ces 6 énigmes, une fois résolues, donnent l'emplacement extrêmement précis d'un coffre qui est enterré quelque part en France. Dès que quelqu'un déterre ce coffre, cette personne remporte une cave à vin qui vaut 100 000 €. Le jeu pourrait durer entre 6 mois et 5 ans et certains joueurs sont déjà très investis dans la chasse. On a déjà eu plusieurs joueurs qui sont allés creuser des trous, pour l'instant sans succès à notre connaissance. Il n'y a pas besoin de connaissances aiguës sur le vin, c'est une chasse de niveau confirmé, mais n'importe qui peut participer. En attendant le gagnant, les bouteilles patienteront dans une cave du XVIIe siècle au cœur du château de Vaux-le-Vicomte, près de Paris. Il y a des bouteilles évidemment très prestigieuses, comme les vins de Louis XVI et de Marie-Antoinette, du château La Bastide d'Aurillac. Les bouteilles seront officiellement installées dans la cave à partir du 22 juin. Un reportage Nina Droff. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Vous écoutez Europe 1 matin en direct ce matin